Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux structures des molécules en chimie organique. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante qui représente des bonbons au goût de banane. Les industriels qui ont réalisé ces bonbons utilisent un ingrédient qu'on appelle l'acétate d'isoamyle. C'est cette molécule-là qui va donner ce goût de banane aux bonbons. Les questions que nous allons nous poser, elles sont deux, et c'est les suivantes. Premièrement, quel est le nom officiel de cette molécule? Deuxième question, on va voir une technique justement donc pour identifier cette molécule dans un produit alimentaire de manière générale. Pour répondre à ces deux questions, nous allons d'abord voir comment on représente une molécule en chimie organique. Ensuite, nous verrons justement la nomenclature, c'est-à-dire les techniques pour nommer officiellement les molécules. Et enfin, nous verrons une technique qui permet d'identifier des liaisons entre atomes au sein d'une molécule. Qu'est-ce que la chimie organique? La chimie organique est une branche de la chimie qui va s'intéresser aux molécules à base de carbone. Ces molécules vont être constituées du carbone, mais aussi d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Donc on appelle ça la chimie organique parce que ce sont ces molécules qui sont originaires du monde vivant et notamment du pétrole. Voici un exemple de molécule que l'on rencontre en chimie organique et on va faire l'inventaire des différents atomes qui la constituent. Alors en noir vous avez le carbone, en blanc l'hydrogène, en rouge l'oxygène et en bleu l'azote. Pour ces quatre atomes, nous allons donner deux indications. Tout d'abord le schéma de Lewis et la valence qui va être associée. Alors, le schéma de Lewis de l'atome de carbone va avoir 4 électrons sur sa couche externe, 4 électrons célibataires, et donc sa valence va être de 4. Je vous rappelle que la valence correspond au nombre d'électrons célibataires sur la couche externe, et donc au nombre de liaisons que va pouvoir réaliser l'atome. Donc le carbone va pouvoir réaliser 4 liaisons. On le voit ici, le carbone qui est là est lié avec un hydrogène, un deuxième hydrogène, un azote et un carbone, donc 4 liaisons. Passons maintenant à l'hydrogène. L'hydrogène a un seul électron, donc sa couche externe contient un électron célibataire, donc sa valence est de 1. Et on le voit ici, donc un hydrogène est lié seulement à un carbone. L'oxygène, lui, va compter 6 électrons sur sa couche externe. 2 fois 2 vont être liés entre eux, et donc réaliser ce qu'on appelle des doublés non liants, et il va nous rester uniquement 2 électrons célibataires. C'est pourquoi la valence de l'oxygène sera égale à 2. Et on le voit ici, l'oxygène qui est ici, réalise ici 2 liaisons, une avec le carbone, une avec l'hydrogène. Et enfin, l'azote, lui, va avoir 1, 2, 3, 4, 5 électrons sur sa couche externe. 2 vont réaliser un doublé non liant, et donc on aura 3 électrons célibataires. Donc la valence sera de 3, et ce que l'on constate ici, l'azote va pouvoir réaliser 3 liaisons avec d'autres atomes. Comment représente-t-on la structure d'une molécule en chimie organique? Pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple de la molécule d'acétate isoamyle qu'on avait vu lors de l'introduction, et vous vous rappelez, c'était la molécule qui donnait ce goût de banane au bonbon jaune. Déjà, on va recenser quels sont les différents atomes qui constituent cette molécule. Donc en gris, vous avez l'atome de carbone, en blanc, les atomes d'hydrogène, et en rouge, les atomes d'oxygène. Première représentation que vous devez connaître, c'est la formule brute. La formule brute consiste à recenser le type d'atome qui constitue la molécule et combien il y a d'atomes pour chaque type d'atome. Par exemple, ici, si je compte les carbones, je vais en trouver 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'où le C7 là. Après, si je m'occupe des hydrogènes, si je les compte, vous pouvez le faire chez vous, vous en trouverez 14. Et l'oxygène, vous voyez qu'il y en a 2 ici. Donc voilà la formule brute. Alors, l'ordre dans lequel vous indiquez les atomes là, c'est l'ordre alphabétique. Donc d'abord C, après H, puis O. Cette formule brute, en fait, elle a juste pour l'intérêt de recenser le nombre d'atomes et le type d'atome. Et notamment, c'est ce qu'on utilise quand on écrit l'équation de la réaction. L'inconvénient, c'est qu'elle ne décrit pas la façon dont sont positionnés les atomes les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi après on utilise une deuxième représentation qui est la formule semi-développée, où là, je la fais apparaître ici. Vous voyez, on va faire apparaître la position des atomes dans l'espace et les liaisons qui les relient. Seul un type de liaison n'est pas mentionné, c'est la liaison CH. Par exemple, la liaison ici entre le C et le H n'apparaît pas là, on écrit directement CH3. Alors pourquoi ceci? En fait, les liaisons CH en chimie organique sont très présentes et elles ne sont pas intéressantes, il n'y a quasiment aucune réaction qui va se faire au niveau de ces liaisons-là. C'est pour ça on les fait juste apparaître ici. En fait, le H, il faut le voir comme un atome qui vient compléter, par exemple, l'atome de carbone là, pour qu'il ait 4 voisins. Vous vous rappelez, la valence du carbone, c'est 4. Donc là, il y a une seule liaison, donc il faut qu'il y ait 3 liaisons avec 3 hydrogènes.
Ici, vous voyez, le carbone est entouré d'autres atomes, oxygène, carbone, donc il faut 2 hydrogènes. Ici, il y a 3 liaisons, donc il manque une seule liaison, donc un hydrogène. La formule semi-développée permet d'avoir la position des atomes de la molécule, ainsi que des liaisons qui les relient. La seule liaison qui n'est pas présente, c'est la liaison CH. Le squelette carboné, c'est-à-dire la chaîne de carbone la plus longue de la molécule, constitue la charpente d'une molécule organique. En fonction de la nature de ce squelette, on va distinguer différents types de molécules. Donc on parle de molécules saturées lorsque le squelette contient uniquement des liaisons simples entre carbones. Donc un exemple, voici la molécule d'hexane qui est constituée de 6 carbones liés par des liaisons simples. Donc là on a bien affaire à une molécule saturée. Ensuite, l'opposé, donc on va parler de molécules insaturées lorsque le squelette va contenir au moins une liaison double ou triple. Alors c'est le cas de l'X3N. Vous voyez, en fait, on a remplacé une liaison simple par une liaison double ici. Et donc, c'est pour ça que là, on peut parler de molécules insaturées. La présence de liaison double donne ce caractère insaturé à la molécule. Troisième type de molécule, c'est les molécules cycliques, où là, le squelette va se refermer sur lui-même. Donc, c'est le cas du cyclohexane. Vous voyez, là, on a de nouveau 6 atomes de carbone, mais qui se referment sur eux-mêmes. Quatrième type de molécule, c'est les molécules dites ramifiées. Cette fois-ci, le squelette va présenter donc des ramifications. Un exemple, voilà, ici on a une longue chaîne carbonée avec 5 atomes de carbone, avec uniquement des liaisons simples, et là vous voyez une ramification qui est greffée sur le 3e carbone, et son nom, on va le voir juste après, c'est le 3-méthylpentane. Quelle est la distinction entre groupe et famille en chimie organique? Lorsqu'on a un certain groupe d'atomes, qu'on appelle aussi plus communément un groupe caractéristique, ça va conférer aux molécules des propriétés chimiques particulières. Retenez qu'un groupe caractéristique, c'est un ensemble d'atomes particuliers qui donne à une molécule des propriétés particulières. Et si plusieurs molécules possèdent ce même groupe caractéristique, en fait, on dit que ces molécules constituent une famille. Nous allons voir en première 5 familles. Je vais les représenter dans ce tableau-là. Commençons par le groupe hydroxyle. Alors R' tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie? C'est un groupe d'atomes qui commence forcément par carbone. Là vous aurez un carbone, puis après soit un autre carbone, soit un H, enfin, voilà. Et je vais entourer ici, donc le groupe hydroxyle c'est que ça. Donc c'est une liaison simple entre O et H, et ça c'est relié à un carbone minimum ici. Ça fait partie de la famille des alcools, et sa nomenclature, ça on le verra plus en détail par la suite, c'est anol. Donc il y aura quelque chose d'écrit sur les pointillés là, et entre le an et le ol, il y aura aussi un nombre ici. Deuxième groupe, le groupe carbonyle. Je l'entoure. Alors là, vous voyez, le R' là, il a été remplacé par R. Alors, quelle est la distinction entre R et R'? R', ça peut contenir des carbones, mais aussi un seul H. Par exemple, il peut très bien avoir un seul H ici, avec un H là. Voilà. Le groupe carbonyle, c'est ça. Il fait partie de la famille des aldéhydes. Alors, sa nomenclature, ça va être anal. Toujours dans le groupe carbonyle, vous voyez, c'est le même, sauf que là, il y a eu d'avoir un H, c'est R'. C'est le même groupe carbonyle, et la famille va être différente, c'est cétone. Alors, qu'est-ce qui les distingue? En fait, ici, on se trouve à la fin d'une chaîne carbonée d'un squelette, puisqu'à la fin, vous voyez, il y a un H ici. Tandis que là, je me trouve au milieu. Donc, une cétone, c'est une double liaison CO au milieu d'une chaîne carbonée. Et une aldéhyde, c'est une double liaison CO, mais en fin de chaîne carbonée. Et là, la nomenclature sera anion. Quatrième groupe, c'est le groupe carboxyle. Je vais l'entourer ici. Donc vous voyez, c'est C double liaison O, simple liaison OH. Sa famille, c'est ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Pour ne pas confondre carbonyle et carboxyle. Et sa nomenclature, c'est acide anoïque. Et le dernier, c'est l'ester. Alors l'ester, je vous l'entoure ici, c'est tout ça. Donc il y a un carbone, double liaison O, simple liaison O, et voilà. Donc là, vous voyez, il y avait un H qui était inclus. Là, après, ça repart sur un R'. Donc ça s'appelle le groupe ester, et sa famille porte le même nom, c'est la famille des esters. Et le nom, ça va être anoate de Hill. Comment nomme-t-on officiellement une molécule? Donc on va suivre des règles, je vais vous donner précisément. Première étape, on va repérer le groupe caractéristique qui donnera la terminaison du nom de la molécule. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente et que j'ai appelé nomenclature. Ensuite, on identifie donc la chaîne carbonée la plus longue, le squelette, qui contient obligatoirement le groupe caractéristique, donc le carbone du groupe caractéristique. À part le groupe hydroxyle, tous les autres groupes avaient un carbone. Donc ce carbone doit appartenir à la chaîne carbonée la plus longue. Ensuite, le nombre de carbone qui constitue cette chaîne carbonée la plus longue donne le nom principal. Donc voici un tableau où je vais vous donner le nombre de carbone et le nom associé. Donc s'il y a un seul carbone, le nom c'est meth, 2 carbones et, 3 carbones prop, 4 carbones but, 5 carbones pent, 6 carbones ex,
7 carbone, hept, 8 carbone, oct, 9 carbone, non, et 10 carbone, dec. Donc à partir de 5 à 10, vous voyez, ça vient du grec. Troisième étape, on va numéroter la chaîne carbonée la plus longue, donc le squelette, de telle sorte que le carbone fonctionnel, donc du groupe caractéristique, est le plus petit numéro. Quatrième étape, si la chaîne carbonée la plus longue est constituée de ramifications, on appelle ça aussi des groupes alkyles. Alors les noms, s'il y a un seul carbone dans la ramification, on va l'appeler méthyle. S'il y a deux carbones, éthyle. S'il y a trois carbones, propyle. Vous voyez qu'on retrouve ce qui est marqué ici, sauf qu'il y a YL qui est rajouté. Et aussi, on va préciser sur quel carbone du squelette se trouvent greffées ces ramifications. Alors, pour bien comprendre ces 4 règles, on va prendre un exemple. Voici une molécule. Alors, je fais apparaître d'entrée son nom, mais donc c'est le 2-méthylpropane-de-ol. Et on va bien détailler comment on arrive à ce nom-là. Première étape, j'identifie le groupe caractéristique. Donc, vous l'avez vu, c'est le groupe hydroxyle ici. Il en aura à cette molécule qui appartiendra à la famille des alcools. On sait que lorsqu'on a un groupe hydroxyle, à la fin de son nom, on aura anol. C'est ce qu'on retrouve ici. Alors le 2, on reviendra après pourquoi. Ensuite, maintenant, je vais identifier la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone sur lequel est greffé le groupe hydroxyle. Donc ce carbone doit être présent dans la chaîne carbonée. Donc on peut prendre, vous voyez, les 3 carbones qui sont horizontales. J'aurais pu prendre aussi, ça aurait été pareil. Et après, quand je le numérote, il faut que ce carbone-là ait le plus petit numéro possible. Donc quand je numérote, en fait, une chaîne carbonée, j'ai deux possibilités. Soit je démarre à gauche, soit je démarre à droite. Là, je démarre à droite. Vous avez vu, si j'avais démarré à gauche, j'aurais retrouvé mon 2 ici. Donc il n'y a pas de conséquence. Donc 1, 2, 3, tout va bien. Et comme il y a 3 carbones, donc on sait que la molécule, son nom commencera par prop. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, je précise où se trouve greffé le groupe caractéristique ici, donc sur le deuxième carbone. Donc ça, vous voyez, c'est le 2 qui apparaît ici. Quatrième étape, je vois que sur mon squelette est greffé ici une ramification aussi au niveau du deuxième carbone. Et comme il y a un seul carbone, son nom ça va être méthyle, d'où ce nom là, méthyle. Et le 2 veut dire où est-ce qu'est située cette ramification, donc sur le deuxième carbone de la chaîne principale. Comme là, le 2 voulait dire que le groupe hydroxyle est greffé sur le deuxième carbone du squelette. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous voyez, chaque fois qu'il y a une lettre suivie d'un chiffre, on met une séparation avec un tiret comme ça, on le retrouve là, on le retrouve là. Ça, donc, c'est la position du groupe alkyle, et ça, c'est bien la position du groupe caractéristique. Pour bien comprendre cette notion de nomenclature, nous allons prendre plusieurs exemples. D'abord, parmi les aldéhydes et cétones. Donc, je fais apparaître ici deux formules semi-développées correspondant à deux molécules. Et vous voyez qu'on retrouve le même groupe caractéristique là, C double liaison O ici, C double liaison O ici. Donc ça c'est le groupe carbonyle. Et vous vous rappelez, il y a deux types de familles qui sont associées à ce groupe, aldéhyde et cétone. Ici nous allons affaire à une aldéhyde. Pourquoi? Parce que ce groupe caractéristique est en fin de chaîne carbonée. Tandis que là, il est pas en fin, donc ni là ni là, il est au milieu. Donc là nous avons affaire à une cétone. Les deux groupes, aldéhyde, cétone. Maintenant, nous allons voir comment on appelle ces deux molécules. Je commence par l'aldéhyde et je remarque que donc, le groupe caractéristique là appartient à ce squelette-là avec 3 carbones. Et j'ai le numérote forcément en donnant le numéro 1 au carbone du groupe caractéristique. Donc 3 carbones. Ensuite, je remarque ici qu'il y a une ramification, d'où le nom. 2, parce qu'en fait, ma ramification, donc méthyle, est greffée sur le deuxième carbone. Propanal. On ne précise pas propane 1-al parce que c'est évident que, comme c'est une aldéhyde, le groupe caractéristique est sur le premier carbone. Maintenant, passons à l'acétone. Là, la chaîne carbonée la plus longue, elle est comptée 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. J'aurais pu compter 1, 2, 3, 4, 5, mais là, vous voyez, on aurait eu pour numéro du carbone du groupe caractéristique la valeur 4. Donc, il est préférable de compter en ce sens-là parce que ça, c'est 2 est plus petit que 4. Ensuite, on a deux ramifications, deux groupes méthyle ici, d'où le nom 3,4. Donc les méthyles sont greffés sur le troisième et quatrième carbone. Diméthyle, di veut dire qu'il y a deux fois le groupe méthyle. Pentane, et là par contre je suis obligé de préciser, vous voyez que c'est sur le deuxième carbone qu'est situé le groupe caractéristique carbone double liaison O. Donc 3,4 diméthyle pentane de on. Ensuite, on va prendre un exemple d'acide carboxylique. Donc voici la molécule. Je vais entourer le groupe caractéristique. Vous voyez, il est ici, C double liaison O. C simple liaison OH. Et là, donc, je fais apparaître la chaîne carbonée la plus longue qui contient le groupe carboxyle. Donc, avec ce carbone-là qui est forcément numéroté numéro 1. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 carbones sur la chaîne carbonée la plus longue. On a deux ramifications. Un éthyle ici et un méthyle là.
Donc d'où le nom. Alors les acides carboxyliques, la nomenclature c'est acide et ça finit par anoïque. Donc là c'est hexanoïque puisqu'on a 6 carbones. Et là je vais d'abord nommer les ramifications. Donc sur le deuxième carbone, un groupe éthyle, donc 2 éthyle. Sur le quatrième carbone, un groupe méthyle, donc 2 éthyle, 4 méthyle, hexanoïque. Enfin, un exemple avec un ester. Voici donc une formule semi-développée d'un ester. Je vais entourer le groupe caractéristique. Il est ici, C double liaison O, C simple liaison O. Et là, on va raisonner en 2 temps. D'abord, on va s'occuper de la chaîne carbonée la plus longue qui est greffée en fait sur le carbone du groupe ester. Donc, ce carbone aura le numéro 1. Et on a 2, 3, 4. Une chaîne carbonée avec 4 carbones. Là, ici, un groupe méthyle. Et après, deuxième temps, on va s'occuper de la deuxième chaîne carbonée qui est greffée sur l'oxygène ici. Donc là, vous voyez, on a 4 carbones. Et on va avoir ici 2 groupes méthyle. Donc, d'où le nom. Alors, un ester, son nom c'est anoate de yle. Ce qu'on met devant le anoate, c'est cette chaîne carbonée ici. Comme on avait 4 carbones, donc c'est butanoate. Et comme il y a cette ramification là, donc c'est 2 méthyle butanoate. 2. Après ici c'est butyl. Pourquoi but? Parce qu'on a 4 carbones. Et yle, c'est la fin du nom de l'ester. Et pour mentionner les 2 ramifications ici, on va écrire 3,3, parce que c'est sur le troisième carbone que sont greffées ces 2 ramifications, et comme ce sont des méthyles, donc 3,3 diméthyl butyl. Comment interagissent les ondes électromagnétiques avec la matière? Tout d'abord, nous allons repréciser les différents domaines des ondes électromagnétiques et où se trouve justement le domaine des infrarouges. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle un spectre. Alors un spectre, c'est un graphe où l'abscisse est la longueur d'onde. Sauf que là, nous avons la longueur d'onde qui est présentée dans le sens décroissant. Nous avons les grandes longueurs d'onde et là les petites longueurs d'onde. Et vous avez, c'est la fréquence au-dessus, elle est dans l'ordre croissant, donc petite fréquence, grande fréquence. Alors dans cet ordre-là, le premier domaine des ondes électromagnétiques, c'est les ondes radio. Ensuite, nous avons les micro-ondes, puis les infrarouges, donc ceux qui nous intéressent. Après, le domaine du visible. En fait, c'est le domaine que nos yeux vont pouvoir détecter. Le domaine des ultraviolets, le domaine des rayons X et le domaine des rayons gamma. L'infrarouge, pour le situer, c'est une catégorie d'ondes électromagnétiques et elle est située juste avant le visible, c'est-à-dire qu'elle a des longueurs d'onde supérieures au domaine du visible. Que se passe-t-il lorsque des ondes infrarouges interagissent avec la matière? En fait, les liaisons dans les molécules vont se mettre à vibrer, à s'agiter, à se tordre en fonction de la longueur d'onde et de la nature de la liaison. Il va y avoir donc une interaction entre la matière et les ondes électromagnétiques. On va avoir un phénomène de résonance, c'est-à-dire que la matière, donc plus précisément les liaisons entre atomes dans une molécule, vont se mettre à absorber certaines longueurs d'onde, donc certaines ondes électromagnétiques. Et ça va nous permettre ainsi d'identifier certaines liaisons entre atomes dans une molécule. Comment se présente un spectre infrarouge? Donc voici un exemple de spectre infrarouge. Et donc nous allons définir à quoi correspondent les grandeurs représentées sur les 2 axes. Commençons par l'axe des abscisses. Et ici nous avons ce qu'on appelle le nombre d'ondes qui s'exprime en cm-1 et qu'on note par la lettre grecque sigma. Alors, quel est le rapport entre sigma et la longueur d'onde? En fait, sigma, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Par convention, ils ont décidé de l'exprimer en cm-1, dit autrement, d'exprimer la longueur d'onde en centimètres. Maintenant, nous allons voir au niveau des ordonnées. Là, la grandeur qui est représentée, c'est la transmittance qu'on notera T. Voici la définition de la transmittance. Donc déjà, en même temps, je vais vous présenter le principe de la spectroscopie infrarouge. Donc vous mettez ici la solution dans laquelle va être présente donc, la molécule à étudier. Et on va envoyer une certaine intensité lumineuse à une certaine longueur d'onde et on va mesurer l'intensité transmise une fois que l'onde électromagnétique aura traversé la cuve. Il suffit après de définir la transmittance en faisant le rapport de I sur I0. Dit autrement, si je prends un exemple, c'est-à-dire si I est très proche de I0, c'est le cas ici, vous voyez, c'est environ 0,9, donc on va pouvoir dire que quasiment rien n'a été absorbé. La transmittance est maximale et donc il n'y a pas d'absorbance. Par contre, si je me place ici, vous voyez, la transmittance tend vers 0. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? I est quasiment nul. Donc, toute l'intensité lumineuse à cette longueur d'onde-là va interagir avec une liaison de la molécule. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une bande d'absorbance ou un pic d'absorbance, vous voyez, dirigé vers le bas, c'est-à-dire que la transmittance tend vers 0. Comment analyser un spectre infrarouge? Donc là, j'ai repris l'exemple du spectre qu'on avait vu juste avant. Sauf que là, je vais vous dire qu'en fait, ce spectre correspond à la molécule d'acide éthanoïque.
Et on va raisonner à l'envers, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver par rapport à la molécule quels sont les pics qui correspondent aux différentes liaisons présentes dans la molécule. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le nombre d'ondes est inférieur à 1500, on considère qu'on ne peut pas exploiter les pics que vous voyez ici. C'est une zone où on ne peut pas exploiter et en déduire une nature de liaison entre atomes. Par contre, au-delà de 1500, donc entre 1500 et 3500, là on va pouvoir identifier des liaisons. Ça, vous ne pouvez pas le deviner. Chaque fois que vous avez une question liée à des spectres, on vous donnera ce qu'on appelle une table de spectroscopie infrarouge où vous aurez, en fonction des liaisons, des plages de nombre d'ondes et quel est l'environnement de la liaison. On va le voir concrètement à travers la molécule là d'acide éthanoïque qui est représentée ici. Alors tout d'abord, si je m'intéresse à la double liaison CO, ici, je vais essayer de chercher cette double liaison dans la table spectroscopie. Alors vous voyez qu'il y en a plusieurs, il y en a même 1, 2, 3, 4, 5. Donc après là, il faut préciser quel est son environnement, donc le groupe caractéristique à laquelle appartient cette double liaison CO. Donc là, on a vu que c'était un acide carboxylique. Donc là, qu'est-ce qu'on lit? Cétone, aldéhyde, ester, carboxylique, acide. Donc nous, c'est bien ça. Donc environ entre 1725 et 1700, on doit avoir un pic d'absorbance ou une bande d'absorbance. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est caractéristique donc, de cette liaison-là, ces doubles liaisons. Ensuite, prenons la liaison OH. Donc là, pareil, on va la chercher ici. Et vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule, celle qui est là. Elle correspond bien à alcool, phénol et acide carboxylique, ce que l'on veut. Donc vous voyez, entre 3590 et 3650, donc c'est ici, et ça correspond à ce petit pic qui est là. Dernière liaison qu'on peut identifier sur le spectre, c'est les liaisons CH. Alors là pareil, vous voyez qu'il y a deux possibilités. Là on nous dit simple alcane, c'est notre cas ici, ou aromatique. Alors aromatique, c'est ce qu'on a vu au début sur ce qu'on appelle les molécules cycliques. On va appeler la chaîne carbonée se refermer sur elle-même. Donc ce n'est pas ce que l'on a ici. Donc nous on va chercher au niveau de 2962, 2853. En fait c'est le petit pic qui est ici. Vous voyez juste avant 3000. Voilà, ça correspond aux liaisons CH ici. Pour conclure, revenons aux questions qu'on s'était posées lors de l'introduction et commençons par la première qui était la suivante. Quel est le nom officiel de la molécule d'acétate d'isoamyle? Je vous fais apparaître la molécule correspondante et on va le traduire sous forme d'une formule semi-développée. Une fois qu'on a la formule semi-développée, on va en déduire son nom officiel. Alors tout d'abord, identifions le groupe caractéristique. En fait, c'est ici le groupe ester. Alors quand on a un ester, on va raisonner en deux temps. Premier temps, on va nommer la chaîne carbonée qui est greffée sur le carbone du groupe ester. Donc là, on a deux carbones, une chaîne qui sera en et. Deuxième temps, la chaîne carbonée qui est greffée sur le O du groupe ester. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 carbones. Donc si je les nomme, 1, 2, 3, 4, si je les numérote plutôt. Et là, on se rend compte qu'on a une ramification au niveau du troisième carbone. D'où le nom. Alors, c'est OAT, mais comme on a deux carbones, donc éthanoate. 2, il, comme là, on a 4 carbones, butyl. Et la ramification, 3-méthylbutyl. Donc, je répète, éthanoate de 3-méthylbutyl. À présent, nous allons répondre à la deuxième question, qui était la suivante. Comment peut-on identifier cette molécule dans un produit alimentaire? Donc, imaginons que vous vouliez montrer que l'acétate d'isoamyle, la molécule qu'on a étudiée, est bien présente dans les bonbons jaunes à goût de banane. Donc il faudrait dissoudre ces bonbons dans un solvant, puis tracer le spectre infrarouge de la solution obtenue. Donc imaginons qu'on ait fait ça, et voici le spectre que l'on obtient, avec ici je vous ai remis la formule semi-développée de cette molécule. Et donc on va essayer d'analyser plutôt les bandes d'absorbance en fonction de la nature des liaisons. Donc je vais commencer par la double liaison CO ici. Alors pour ça, vous vous rappelez, il faut toujours qu'on ait besoin de cette table de spectroscopie. Et donc à partir de cette table-là, je vais identifier le plage de l'ombre d'onde qui correspond à cette liaison-là. Alors la liaison CO, vous voyez, on en a plusieurs ici. Donc là, on sait que ça appartient au groupe ester. Donc je cherche ester, il est ici. Donc a priori, je devrais retrouver un pic d'absorbance entre 1735 et 1750. Et vous voyez que je le retrouve ici. Donc en fait, c'est cette bande d'absorbance ici qui correspond à la double liaison CO là. Ensuite, on va s'intéresser aux liaisons CH. Vous voyez qu'il y en a de nombreuses. Et donc là, moi, CH, j'ai deux possibilités. Soit c'est un aromatique, n'est pas le cas ici. Et là, simple alcane, donc c'est nous. Là, on nous dit que ces liaisons-là correspondent au nombre d'ondes compris entre 2853 et 2962. Donc un petit peu avant 3000.
Donc ça correspondrait à cette bande qui est ici. Là on a identifié donc cette liaison et ces liaisons-là. Alors on pourrait très bien se dire maintenant, je pourrais peut-être retrouver la liaison CO ici. Alors ici je le retrouve, vous voyez il y a deux possibilités là. Soit c'est un alcool ou un éther, soit un acide carboxylique et un ester. Donc moi c'est bien un ester. Et là on nous dit que la plage de valeur du nombre d'ondes est comprise entre 1000 et 1300. Donc ça serait entre là et là, a priori, grosse bande d'absorbance ici. Mais vous vous rappelez, on l'a vu juste avant, nous on considère que si le nombre d'ondes est inférieur à 1500, c'est une partie qui n'est pas exploitable. Donc on ne vous posera jamais des questions là-dessus, vous devez prendre en compte uniquement le nombre d'ondes au-delà de 1500. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.